Bonjour. La dernière séance, on avait commencé la notion de moyenne. Comment peut-on étudier une série statistique en calculant sa moyenne? Et on avait donné la première moyenne, type de moyenne, qui est la moyenne arithmétique. Et c'est la moyenne la plus utilisée dans tout ce qu'on connaît comme données statistiques. Mais il y a des types de données qui nécessitent de les traiter avec d'autres types de moyens. On ne peut pas appliquer la moyenne arithmétique à tous les types de données statistiques. Il y a des cas particuliers et il faut adapter la notion de moyenne à ces types de données statistiques. Et on commence par ce qu'on appelle une moyenne géométrique. La moyenne arithmétique, on l'appelle moyenne arithmétique parce que c'est la possibilité de faire l'addition des données, plus xi plus x2. Donc ici, la moyenne géométrique, c'est au contraire, c'est une multiplication des données. x1 fois x2 fois x3 jusqu'à xn. Donc, la moyenne géométrique est basée sur la multiplication des données. Et on peut la définir comme la moyenne géométrique de n valeurs positives, xi, c'est la racine énième. Il faut enlever, donc comme on divise pour la moyenne arithmétique, ici on fait la racine énième. Des produits, ce n'est pas de la somme, des produits de ces valeurs. Au lieu de faire la somme comme pour la moyenne arithmétique, à ce niveau-là, on fait le produit de ces valeurs. Et au lieu de diviser, comme c'est le cas de la moyenne arithmétique, on peut faire la racine énième. On continue à faire la racine jusqu'à n fois. Donc, et on obtient c'est pi des données, c'est pi à la puissance 1 sur n des données xi. Et on obtient la valeur ou la définition de la moyenne géométrique. Quand est-ce qu'on utilise la moyenne géométrique? On l'utilise lorsqu'on traite des données qui sont en pourcentage. Par exemple, le taux de croissance d'une économie. On ne peut pas faire la somme des taux de croissance et diviser par le nombre de ces taux. Il faut faire le produit de ces taux et calculer la racine énième de leur nombre. Donc, par rapport au pourcentage, on ne peut pas utiliser la moyenne arithmétique, on utilise la moyenne géométrique. Donc, supposons, on peut donner un exemple, supposons qu'on a les données suivantes, on a 3, 5, 6, 7, 10, 12, et on souhaite calculer la moyenne géométrique. Il suffit de faire le produit, 3 fois 5 fois 6 deux fois, puisque 6 se répète deux fois, on prend n et c'est 2, donc fois 6, fois 7, fois 10, fois 12, on fait la racine 7 fois. Donc la racine septième de ce produit des données de la série statistique. Et on obtient la valeur de la moyenne géométrique. Donc, c'est un cas particulier lorsque les données ne peuvent pas être additionnées, ils ne peuvent qu'être multipliées, pondérées, et on utilise la moyenne géométrique. Deuxième type de moyenne, c'est la moyenne quadratique, Q. Quadratique, c'est que lorsqu'on appelle une chose quadratique, c'est qu'on met les données au carré. Toutes les données seront mises au carré. On va les élever au carré. xi au carré, x1 au carré, x2 au carré, jusqu'à xn au carré. On va faire leur somme. La moyenne
de la somme des carrés des valeurs. Et pour enlever le carré, pour revenir aux valeurs réelles, on va introduire la racine carrée. Et on aura la définition de la moyenne quadratique. Donc, c'est une moyenne arithmétique des carrés des valeurs. Et pour enlever le carré, on met la racine carrée. Q est égal à 1 sur n, la somme. Ça, c'est la définition de la moyenne arithmétique. Mais au lieu de faire la moyenne arithmétique de ni xi, on fait ni xi au carré. On va élever les valeurs au carré et on va revenir pour enlever le carré. On va mettre la racine carrée. Donc, et on obtient la définition de la moyenne quadratique. La moyenne quadratique est utilisée quand on a des valeurs positives et des valeurs négatives. Et pour rendre toutes les valeurs positives, on peut les rendre positives en mettant le carré de toutes les données. Comme ça, on aura des valeurs positives. Et on enlève le carré par la racine. On va mettre cette technique lorsqu'on va travailler sur les écarts. Les écarts, il y a des écarts positifs et des écarts négatifs. Et pour enlever ce problème positif-négatif, on va mettre toutes les données au carré. On prend exemple les mêmes données, on essaie de calculer leur moyenne quadratique. Ça nous donne que c'est 1 sur 7, c'est le nombre de données. Et on va mettre toutes les données au carré. 3 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 6 au carré. On préfère mettre 2 fois n et c'est 2. Plus 7 au carré, 10 au carré. Et ça nous donne une moyenne qui est égale à 7. Vous remarquez que c'est plus grande que la moyenne géométrique. Pour la simple raison, ce sont des techniques mathématiques. La racine carrée du rapport, c'est plus que la racine carrée du produit. La dernière formule moyenne, c'est ce qu'on appelle la moyenne harmonique. La moyenne harmonique, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Donc, c'est un peu particulier. On l'utilise lorsqu'il y a des rapports et qui sont proportionnels aux chiffres, aux valeurs. Donc, on a h est égal à n1 plus n2 jusqu'à n sur 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus jusqu'à 1 sur xn. On préfère l'écrire grand N sur la somme de 1 sur les xi. Donc, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Si on revient, par exemple, les mêmes données, on a n, c'est 7, et on a l'inverse des données, 1 sur 3, plus 1 sur 5, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, et ça donne 2 fois 1 sur 6, plus 1 sur 7, plus 1 sur 10 et 12, ce qui nous donne une moyenne harmonique de 5,87. Et on remarque que c'est une valeur très petite par rapport aux autres moyennes. Si on prend les mêmes valeurs, on calcule leurs moyennes différentes, arithmétiques, géométriques, quadratiques et harmoniques, on peut avoir cet ordre. La plus grande, c'est la moyenne harmonique. Elle est plus grande que géométrique, et la géométrique est plus grande que l'arithmétique, et la plus petite, donc la plus grande, c'est la quadratique. Donc voilà, c'est l'ordre des moyennes. C'est pour vous dire, pour résumer ce point de tendance centrale, c'est juste la moyenne la plus utilisée, c'est la moyenne arithmétique, mais il y a des données particulières pour lesquelles il faut utiliser certaines moyennes, comme la moyenne géométrique, harmonique ou quadratique. Donc, on termine avec ce point-là de tendance centrale et on passe à un autre type
de traitement ou d'analyse d'une série statistique. Donc, un autre point d'analyse statistique d'une série de données, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de dispersion. Comment peut-on juger la dispersion, la distribution des données autour soit d'une valeur centrale, soit en absolu? Et on peut dire que pour mesurer ça, on va travailler sur ce qu'on appelle les caractéristiques de dispersion, qui mesurent la dispersion des données, ou ce qu'on appelle la variation des données. Est-ce que les données varient beaucoup? Il y a des petites valeurs et des grandes valeurs, ou si les valeurs sont un petit peu regroupées, ils ne varient pas beaucoup. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que une caractéristique de dispersion est une valeur qu'on va calculer et qui va nous donner une information sur l'importance de la variation des données d'une série statistique. Est-ce qu'elle varie beaucoup ou non? Donc, on peut dire indique la dispersion des données. Lorsqu'on parle de dispersion, c'est soit qu'elles sont beaucoup dispersées, les unes loin des autres, ou elles sont très proches les unes des autres. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Est-ce que les données sont proches ou est-ce qu'elles sont loin? Donc, la caractéristique de dispersion, on va avoir toujours à calculer une valeur qui est toujours positive. Cette valeur, on peut la trouver grande si on a des variations qui sont importantes pour les données. Si les données varient beaucoup, on aura une valeur grande pour cette caractéristique de dispersion. Et on aura une valeur petite si ces variations sont faibles. Et comme ça, on peut juger à l'aide d'un chiffre, on peut juger la variation ou la dispersion d'une série statistique, juste sur la base d'un chiffre qu'on va calculer. Donc, ici, on présente les principales caractéristiques de dispersion qu'on va étudier. On va commencer par ce qu'on appelle l'étendue, qui est très simple, puis l'écart interquartile, puis l'écart absolu moyen, puis, le plus important, on arrive à l'écart type, le plus utilisé parmi toutes les caractéristiques de dispersion. C'est l'écart type et la variance. On commence par l'étendue. L'étendue, c'est une caractéristique très simple qui ne donne pas une grande information. C'est juste la différence entre la plus grande donnée de la série statistique et la plus petite donnée. Donc, on va prendre xn moins xi. Donc, l'étendue, il donne sur quelle longueur s'étendent les données d'une série statistique. Donc, c'est pourquoi on l'appelle l'étendue. L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur, xn, et la plus petite valeur, x1, de la série statistique. Donc, il mesure l'étalement sur quelle longueur les données s'étalent, s'étendent. On peut écrire la formule, l'étendue c'est xn moins x1. Pour le cas discret sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant, le nombre de pièces, la plus grande valeur xn c'est 5, moins la plus petite valeur c'est x1 c'est 1, on aura une étendue de 4. Donc, la série s'étend sur une longueur de 4 unités. La même chose pour le cas continu, x le nombre d'heures de travail, la plus grande valeur xn, la limite supérieure c'est 60, la limite inférieure des classes c'est 10. Et on met xn moins x1, 60 moins 10. Donc les données, elles s'étendent sur
50 unités. On ne peut pas juger sur la variation des données. Deuxième moyen de mesurer la dispersion, c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Un quartile, c'est une... Donc, l'écart interquartile ou l'intervalle interquartile est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Et on note IQ, c'est Q3 moins QA. On peut définir les quartiles, ce sont des valeurs qui divisent la distribution statistique en 4 parties égales. Donc, on peut dire que l'intervalle interquartile indique que 50% des données sont comprises entre Q1 et Q3. On calcule la distance qui sépare Q1 à Q3. Et on peut définir donc les quartiles. Q1, on a 3 quartiles. Q1, Q2 et Q3. Ils sont des valeurs des modalités du caractère X qui divisent l'effectif total grand N en 4 parties égales. On a Q1, elle laisse 25% des données inférieures et 75% des données supérieures. Q2, qui correspond à la médiane, laisse 50% des données inférieures et 50% des données supérieures. Et Q3, elle laisse 75% des données inférieures et 25% des données supérieures. Et on a les 3 valeurs, ce qu'on appelle les quartiles, qui divisent la série en 4 parties égales. Chaque partie, il y a 25% des données. Donc, les valeurs de quartiles sont calculées de la même méthode d'interpolation linéaire que la médiane, puisque la médiane correspond au quartile numéro 2. Donc, on prendra toujours la même formule pour calculer ces quartiles. Pour le premier, on va voir c'est égal à I, c'est-à-dire la borne inférieure de la classe à laquelle appartient le quartile et appartient 25% des données, plus l'amplitude AI de cette classe multipliée par le rapport N sur 4, puisqu'il s'agit du premier quartile, 25% des données, on prend le 25% des données, moins le cumulé croissant de la classe avant la classe à laquelle appartient Q1 sur l'effectif cumulé croissant de la classe à laquelle appartient Q1 moins l'effectif avant. Le Q2, c'est la médiane, et Q3, ce qui change dans Q3, c'est on prend la borne inférieure de la classe à laquelle appartiennent les 3 quarts des effectifs, plus l'amplitude multipliée par les 3 quarts de l'effectif total, c'est-à-dire 75% des données, moins les effectifs, et on a les formules de calcul des quartiles Q1, Q2 et Q3. On peut voir ça sur l'exemple. Généralement, les quartiles, on peut les calculer pour les cas continus. Si on prend le cas continu sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant, qui est le nombre d'heures de travail, on a le nombre d'ouvriers qu'on a observé, N est égal à 100. On peut les diviser en 4 parties. Donc, N sur 4, c'est 25. N sur 2, c'est 50. Et 3 quarts de N, c'est 75. Maintenant, il faut voir que N sur 4 correspond
au quartile 1. Il faut voir à quelle classe appartient ces 25. Quand est-ce qu'on arrive à accumuler 25 ouvriers? Et on va placer ces 25 dans la classe. Donc, si on prend le tableau, on a les quartiles sont calculés à partir des effectifs cumulés croissants. On va prendre 25 ouvriers, n sur 4 est égal à 25. On va voir dans le côté des effectifs cumulés quand est-ce qu'on est arrivé à 25. On est arrivé à 25 lorsqu'on arrive à 30. Donc, sûrement qu'on est passé. Dans la première classe, on est juste à 10. Lorsqu'on est passé à la deuxième classe, on est passé à 30 dans les effectifs. Sûrement, il y a le 25, on est passé par 25. Et on va placer le quartile Q1 va appartenir à la classe 20-30. Et on applique la règle de l'interpolation linéaire. Le Q1, ça va être égal à la borne inférieure, 20, plus l'amplitude, ce qui est égal à 30 moins 20, fois le rapport 25, qui est égal à n sur 4, moins 10 sur 30 moins 10. Et on obtient Q1. La même chose pour Q2. Q2, on l'a déjà calculé. Q3, donc Q2, on l'a déjà calculé, ça correspond à la médiane, à 50 pour les effectifs, la moitié. Q3, c'est 75, il appartient à l'effectif cumulé 85, ça nous donne la classe à laquelle appartient Q3. Q3, ça va être égal à 40, la borne inférieure, plus 50 moins 40, fois 75 moins 60 sur 85 moins 60. Et on obtient, donc Q1 appartient à la classe 20-30, on applique la règle d'interpolation linéaire, 20 plus 30 moins 20 fois le rapport 25 moins 10 sur 30 moins 10, et on obtient Q1. La même chose pour Q3 appartient à la classe 40-50. On fait la règle et on obtient Q3 est égal à 46. L'intervalle interquartile, c'est 46 moins 27,5. On obtient 18,5. Cette distance 18,5 va contenir 50% des données de la distribution statistique. Donc, 50% des effectifs, 50 ouvriers, travaillent un nombre d'heures entre 25,5 et 46. Et on peut juger la distribution ou la dispersion des données à partir de ces chiffres. Donc, troisième élément sur lequel on peut juger, à partir duquel on peut juger la dispersion, c'est l'écart absolu moyen. Donc, un écart, on va calculer les écarts des valeurs de la distribution. Ici, on va les calculer par rapport à une valeur centrale. Et la valeur centrale qu'on va prendre, c'est la moyenne. Donc, on va déterminer les distances qui séparent les XI par rapport à la moyenne. Et on va faire leur moyenne. Quelle est la distance moyenne qui sépare ces valeurs à la moyenne? C'est pourquoi on définit l'écart absolu moyen. On le définit comme la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts des valeurs XI par rapport à la moyenne arithmétique. On va prendre les XI, X1 moins X bar, X2 moins X bar, Xn jusqu'à Xn moins X bar. On calcule ces distances et on va faire leur moyenne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des écarts qui sont positifs. Si Xi est supérieur à X bar, l'écart, la distance Xi moins X bar, elle est positive. Mais
l'écart il est négatif, xi moins x bar est inférieur à 0 si xi est inférieur à x bar. Si on fait la moyenne, on fait la somme, il risque que des écarts négatifs vont éliminer des écarts positifs et on va tomber sur une petite valeur qui ne reflète pas, qui ne donne pas la réalité. Pour éviter qu'il y ait des éliminations des écarts positifs et des écarts négatifs, on va rendre tous les écarts positifs. Et pour les rendre tous positifs, il y a une façon, c'est de prendre leur valeur absolue. C'est pourquoi, au lieu de calculer la moyenne des écarts comme ça, brut, on préfère les mettre en valeur absolue. Maintenant, ils sont tous positifs et on calcule leur moyenne arithmétique. C'est plus facile. Donc, l'écart absolu moyen n'est pas beaucoup utilisé et on passe à l'écart qui est le plus utilisé en statistique. L'écart le plus utilisé en statistique, c'est l'écart type. Et pour calculer l'écart type, c'est l'écart moyen de tous les écarts. On le définit comme ça. C'est un écart moyen. Et avant de le calculer, on passe par ce qu'on appelle la variance d'une série statistique. La variance, on peut dire que c'est une formule pour passer à l'écart type. C'est que la variance, c'est une moyenne des carrés des écarts. Dans l'écart absolu moyen, on avait pris les valeurs absolues. Maintenant, pour rendre les écarts positifs, on va les mettre au carré. Donc, la moyenne arithmétique des carrés des écarts. On va prendre les écarts et calculer leur moyenne. Par définition, la variance qui est notée V de x, c'est 1 sur n, la somme. Ça, c'est la définition de la moyenne arithmétique. Lorsqu'on met la somme divisée par le nombre des valeurs, c'est la moyenne arithmétique. Mais au lieu de mettre n et xi, on va mettre ni fois les écarts au carré. Pour chaque xi, il y a un écart par rapport à x bar. Donc, xi moins x bar au carré, la variance sera 1 sur n sigma ni fois xi moins x bar au carré. Ça, c'est la formule de définition. C'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Mais on préfère, vous pouvez faire un développement, une démonstration et passer à la deuxième formule qu'on peut trouver très facile pour l'utilisation. La formule développée, c'est la variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. C'est 1 sur n sigma ni xi au carré moins x bar au carré. Et on peut retenir la définition comme la moyenne arithmétique des carrés moins le carré de la moyenne arithmétique. Et on calcule la variance. La variance, c'est une formule de passage pour calculer l'écart type. Et pour revenir à la réalité, il faut enlever le carré pour revenir à la valeur réelle des écarts. On a rajouté le carré. Maintenant, il faut l'enlever. Et on trouve l'écart type. Donc, l'écart type d'une série statistique, c'est tout simplement une moyenne des écarts de toutes les valeurs par rapport à la moyenne. C'est un moyen, une moyenne des distances qui séparent toutes les valeurs xi par rapport à la moyenne x bar. Et pour calculer l'écart type, c'est tout simplement on prend la racine carrée de la variance, c'est-à-dire qu'on va enlever, éliminer le carré
qu'on a ajouté pour rendre les valeurs, les écarts positifs, tout simplement. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Si l'écart type, comment peut-on interpréter l'écart type? Si cet écart type il est petit, ça signifie que les valeurs xi sont proches de la moyenne. La distance qui sépare les données par rapport à la moyenne, il n'est pas grande. Et on peut dire qu'il n'y a pas de grande variation de la variable xi. Et c'est une bonne distribution, ça signifie tout simplement que la moyenne elle est proche des valeurs et que la moyenne arithmétique peut bien représenter l'ensemble de ces valeurs. Par contre, si l'écart type est grand, les valeurs sont éloignées de la moyenne, il y a de grandes variations, ce qui n'est pas bien. Il faut que les données soient proches de la moyenne. Et on peut dire à ce niveau-là que la moyenne, c'est une valeur qui représente bien l'ensemble des données d'une distribution statistique. On peut calculer l'écart type pour le cas discret. On préfère passer par la formule de définition. On va rajouter une colonne, on va mettre NIXI au carré. On calcule la somme de NIXI au carré. Et ça nous donne la variance, c'est 1 sur n, la somme de NIXI au carré, moins x bar au carré qu'on a déjà calculé. Ça va donner 740 divisé par 100. La moyenne des carrés moins 2,5, le carré de la moyenne. Et on obtient la variance qui est égale à 1,15, l'écart type qui est égal à 1,7. Ça signifie que toutes les valeurs sont loin de la moyenne d'une distance qui est moyenne qui est égale à 1,07. On peut porter un jugement en comparant cet écart type à notre écart type d'une autre distribution. Dans le cas continu, c'est la même chose. On prend les NIXI au carré. On avait déjà vu qu'on prend le centre des classes et on prend NIXI au carré. On calcule leur somme et la variance sera 1 sur n, la somme de NIXI au carré, moins x bar au carré. Ça sera la moyenne des carrés, 147 500 divisé par 100, moins 36,50, qui est la moyenne qu'on a déjà calculée. Et ça nous donne une variance qui est égale à 142,75. Et l'écart type est égal à 11,95. Ça signifie que la distance que la plupart des ouvriers travaillent, un nombre d'heures de travail qui est plus ou moins égal à 11,95 par rapport à la moyenne, qui s'éloigne de 11,95 par rapport à la moyenne qui est égale à 36,50. C'est-à-dire que la majorité des travailleurs travaillent un nombre d'heures 36,50 moins 11,95 et 36,50 plus 11,95. Et on peut juger la dispersion en comparant l'écart type par rapport à un écart type d'autres distributions statistiques. Donc voilà comment on peut juger la dispersion. Le point suivant, ça serait plus comment peut-on juger la concentration des données d'une distribution statistique.